L'attaque des Titans est une œuvre où tous les mystères semblent avoir été élucidés. Pourtant, parfois, les énigmes se sont résolues de manière subtile, risquant ainsi de passer inaperçues. Par exemple, les explications concernant les Titans primordiaux, que ce soit leur rôle ou leur forme, ont été dévoilées de manière implicite, ce qui pourrait facilement nous échapper. Ainsi, nous nous pencherons attentivement sur ce point en analysant à la fois collectivement et individuellement ces Titans si singuliers dans le but de percer leurs secrets, parce que même si l'œuvre est complète, chaque revisionnage est une découverte. Impérial salutations, ici Cypher, et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans l'intro, on relève le défi des mystères sur les Titans primordiaux. Le but est d'expliquer pourquoi ils ont une forme singulière et des compétences propres, et surtout, quel est l'impact de leur hôte sur leurs caractéristiques et leurs pouvoirs. Enfin bref, on veut absolument tout savoir, donc ne nous limitons pas. Avant de démarrer, pour comprendre un titan primordial, il est nécessaire d'examiner d'abord les titans primaires. Les titans primaires, comme leur nom l'indique, représentent le premier stade d'un titan, leur forme initiale. Lorsqu'un humain se transforme en titan, il traverse inévitablement cette phase. Il s'agit d'un état où le titan est dépourvu de conscience, où l'homme se trouve emprisonné à l'intérieur de son propre titan. Nous ignorons véritablement ce que ressent un humain lorsqu'il est un titan primaire, mais selon les rares témoignages dont nous disposons, comme celui d'Ymir par exemple, cela semble être comme être piégé dans un long cauchemar, une souffrance indescriptible. Le titan primaire est une masse de chair protégeant son hôte, le privant de conscience, et agissant sous l'emprise d'un instinct, le poussant à dévorer des humains dans l'espoir de trouver celui possédant le pouvoir d'un titan primordial. Une clé pour retrouver son humanité, sa conscience et sa liberté. Ces titans primaires sont ceux que l'on rencontre dès le début de la série. Alors que nous pourrions être tentés de croire qu'ils représentent l'intégralité des titans dans l'histoire, la conclusion du premier épisode nous rappelle à l'ordre en nous dévoilant l'existence d'un titan bien plus imposant que ses semblables. En effet, le titan colossal fait son apparition dès le premier épisode, et il perturbe déjà les règles apposées du manga qui étaient que des titans de 15 mètres ont pratiquement décimé l'humanité jusqu'à la fondation de murs de 50 mètres de haut pour que le reste puisse survivre. Un titan mesurant plus de 50 mètres, capable de détruire les murs. Comment est-ce possible? On pourrait se demander si c'était simplement un choix narratif arbitraire pour initier l'intrigue sans réelle signification. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pour comprendre cette taille incompréhensible, il faut remonter dans le temps, au moment de la révélation sur le passé d'Ymir Fritz. Ymir, acculé après avoir été traqué par l'armée du roi Fritz, se réfugia dans le creux d'un arbre où elle eut malencontreusement une rencontre avec une entité énigmatique. Cette rencontre déclencha la transformation d'Ymir en un titan géant, une manifestation du parasite désirant survivre, étroitement liée à Ymir qui elle-même est un être vivant désirant survivre également. Une symbiose s'instaura et une entité gigantesque et indestructible émergea pour se protéger de la mort, détruisant au passage l'immense arbre qui abritait le parasite jusqu'alors. La volonté de survivre d'Ymir, combinée à celle du parasite, créa un corps gigantesque capable de vaincre une armée, un corps capable de s'en tirer dans sa situation actuelle, un corps capable de survivre. Après la transmission de ce pouvoir, cette caractéristique fut également transmise, et les Eldiens se partagèrent le pouvoir d'Ymir. Cependant, 9 titans primordiaux se démarquent des autres par leur force et leurs compétences. Ces titans ne se contentent pas de survivre en se protégeant à l'intérieur d'un corps gigantesque, mais possèdent également une conscience, leur permettant non seulement de survivre, mais aussi de se protéger et de protéger leurs proches avec des compétences propres. C'est dans cette perspective que les titans primordiaux ont vu le jour. Tout comme Ymir, qui s'était doté d'un corps immense pour survivre dans l'urgence, les autres détenteurs du pouvoir des titans, ayant des besoins et des objectifs spécifiques, ont certainement été capables de générer un titan dans un but précis. Le pouvoir des titans, à l'origine simplement un moyen pour l'organisme de survivre, a été instrumentalisé par les hommes qui l'utilisent désormais comme arme militaire. Le but des Eldiens n'est plus seulement la survie, il a évolué vers des objectifs plus concrets bénéfiques à leur nation, et les titans ont servi à fonder un empire tout entier. C'est ainsi qu'un titan capable d'être une arme offensive stratégique est apparu, capable de vaincre des navires, un titan capable de résister à tout type d'attaque pouvant détruire n'importe quelle porte, un titan doté d'une mâchoire surpuissante capable de démanteler les constructions les plus complexes, un titan très endurant pour transporter du matériel et de l'armement, un titan conçu exclusivement pour le combat rapproché, un titan désireux de se rebeller contre l'autorité en refusant d'être une simple arme, un titan capable de générer tout type d'armement, un titan dont le but principal était de détruire les plus grands obstacles, et pour finir, un titan pour les gouverner tous. C'est la volonté du possesseur d'un titan qui crée et fait évoluer son titan, en plus de le piloter, et puisque c'est propre à chaque individu, chaque possesseur verra son titan un tantinet différent. C'est en cela que le bestial changera en fonction des hôtes, tout comme les autres. Il en va de même pour le titan colossal. Mais comme les autres titans, le colossal est instrumentalisé. Il fallait donc un titan capable de tout ravager sur son passage, créant l'effet d'une bombe lors de sa transformation, représentant l'atout ultime de l'armée et ayant également la capacité de produire une chaleur insupportable pour se protéger de toute attaque éventuelle, pour parer au fait de l'immensité de la cible qu'il représente pour l'ennemi. Un avantage qui pourrait se transformer en inconvénient. On aurait pu penser que la taille imposante du titan colossal était spécifiquement conçue pour détruire les murs, cependant, il semble que le titan colossal existait bien avant l'Exode, bien avant que Mar ne l'acquiert. Ainsi, la taille du titan colossal était simplement destinée à détruire des armées et à bâtir l'empire d'Eldia. Partant de ce postulat, il semble que la taille et la forme d'un titan ne soient limitées que par les besoins de son hôte. Cela explique également la taille démesurée du titan assaillant des reines, un titan destiné à semer la discorde, se protégeant de toute vulnérabilité, en montant si haut qu'aucun organisme vivant hostile à son encontre ne puisse l'atteindre.
atteindre. Un titan capable de dépasser les ressources de l'humanité pour atteindre son objectif, celui d'éradiquer toute trace de vie. Par exemple, il y a également les titans mâchoires qui, entre les mains d'Ymir, bien qu'ils conservent ses caractéristiques d'agilité, étaient dépourvus d'une mâchoire surpuissante car cela ne répondait à aucun besoin en matière de stratégie militaire. Étant donné qu'Ymir n'était pas une guerrière mais une simple Eldienne ayant eu la chance ou la malchance de tomber sur un détenteur d'un des 9 primordiaux. Malgré tout, on peut remarquer une légère différence entre son titan primaire et son primordial, au niveau de l'agilité, mais également de la dentition, où Ymir obtiendra des dents plus aiguisées, signe de l'héritage du titan mâchoire, une caractéristique qui semble immuable, sans pour autant avoir la surpuissante mâchoire de ses prédécesseurs et de ses successeurs, qui eux, ont le besoin et l'envie de défendre leur nation. Mais le meilleur exemple d'évolution en fonction des besoins des différents hôtes est sans aucun doute le titan bestial. J'ai mentionné un titan capable de neutraliser des flottes marines, mais c'est un peu plus complexe que ça. Comme nous l'avons vu, les titans primaires, donc les plus basiques, incarnent simplement la volonté de survie de leur hôte. Ils ne possèdent aucune compétence particulière, car l'urgence demande simplement de protéger sa vie. Une masse de chair de 15 mètres, voire moins, semble alors être suffisante. Cependant, pour les primordiaux ayant été militarisés, l'objectif est plus ambitieux. C'est ainsi que le titan bestial, conçu pour détruire à distance ou se protéger de diverses façons, a évolué. Dans l'opening 3, on peut voir le titan bestial courir aux côtés des précédents détenteurs du bestial, sous la forme d'un dinosaure, d'une baleine, etc. Mais celui de Sig est un singe. Pourquoi précisément un singe? Sans doute fallait-il un animal capable de détruire des engins ou des ennemis à distance, correspondant également aux objectifs de Sig, qui a été éduqué dans ce but. Cependant, une passion subsiste dans le cœur du demi-frère d'Eren, le baseball. Une passion transmise par son père de substitution, Monsieur Xaver. Ainsi, sa transformation est également une fusion entre son désir d'être un guerrier en tant que général et son désir de devenir un excellent lanceur. Un désir tellement puissant qu'il en deviendra secrètement un besoin. Par conséquent, son titan prendra la forme d'un singe, un spécimen bipède proche de l'homme mais avec des bras plus longs et des segments plus fins, qu'il peut utiliser comme des fouets. Cela lui permet de réaliser des tirs d'une puissance, d'une vitesse et d'une précision inégalée par aucun autre spécimen proche de l'homme ou animal. À partir de ces éléments, nous pouvons donc spéculer et envisager que le désir ardent d'un passionné du Crétacé ou celui d'un enfant rêvant de devenir un nageur pro ait été si puissant qu'ils aient rivalisé avec le besoin de devenir un guerrier au service de Mar, un désir si fort pouvant rivaliser avec un endoctrinement. Ceci constitue un exemple frappant de mutation en fonction des besoins de l'hôte. Dans le cas du titan mâchoire de Falco, ayant ingéré le vin mélangé au liquide cérébrospinal de Sig, il a acquis la capacité de voler. Cette transformation répondait à un besoin urgent, survoler le ciel pour atteindre le titan originel d'Eren et pouvoir sauver le monde. Mais on y reviendra. Si le titan colossal est considéré comme l'arme ultime, il est intéressant de remarquer que ce titan peut en réalité revêtir différentes formes selon son porteur. Mais alors, quelles sont les différences entre le titan colossal d'Armin et celui de Bertholdt? En effet, après la défaite de Bertholdt, Armin devient le nouveau possesseur du titan colossal en le dévorant. Lors de la première transformation d'Armin en titan colossal, on remarque qu'il est plutôt similaire au titan colossal de Bertholdt, un titan gigantesque dont le but reste de détruire. Du fait de sa taille gigantesque et du coup de sa nature première, mais avec quelques modifications tout de même. Tout d'abord, l'apparence. Les deux titans ne se ressemblent pas. Celui de Bertholdt semble bien plus déterminé, affichant un regard assuré et se présentant comme une véritable machine de guerre. En comparaison, celui d'Armin arbore une expression neutre, presque triste, sans aucune détermination dans son regard. Comment expliquer cela ? Comme nous l'avons vu précédemment, les titans sont le résultat d'une symbiose entre le parasite désirant survivre et l'humain ayant également ce désir de survie, mais cette finalité évolue ou s'accompagne d'autres objectifs. Le but de Bertholdt, en tant qu'Eldien endoctriné par la nation Mar, était donc de réduire à néant Paradis, de détruire les démons insulaires, menaçant la paix dans le monde. Ayant grandi dans un tel environnement en étant manipulé, il est indéniable qu'il était convaincu de la justesse de ses actions au départ, même si, en comparaison de ses frères d'armes, Bertholdt semblait bien plus subir les événements et semblait faire simplement ce qu'on avait prévu pour lui. Mais pour le partenaire de Reiner, conformément à l'idéologie Mar, être un guerrier était un honneur et une chance, surtout pour lui en tant qu'Eldien, l'ethnie des démons. Malgré son manque d'enthousiasme apparent, il voulait sauver sa nation et aider ses compatriotes innocents prisonniers des camps, eux qui n'avaient rien demandé, contrairement aux démons insulaires. Même s'il saisira qu'ils ne sont pas plus des démons que lui-même, son ressentiment et sa haine alimentés par le narratif des Mar ressurgira, ce qui transparaît sur le visage de son titan. Bertholdt a donc généré un titan convaincu et déterminé, désireux de sauver les siens. Néanmoins, la situation est bien différente pour Armin. Contrairement à Bertholdt qui s'est battu pour obtenir le titan colossal, Armin l'a obtenu involontairement. Il lui a été imposé. Armin le perçoit comme une malédiction, comme un fardeau, tandis que Bertholdt le considérait sans doute comme une chance pour pouvoir protéger les siens. Après avoir pris conscience de la triste réalité du monde, Armin et ses compagnons savent pertinemment que leur ennemi rassemble les Mar, ainsi que le reste du monde, impliquant ainsi bon nombre d'innocents. Cette guerre absurde, qui révèle la nature humaine dans toute sa cruauté, a pour conséquence de générer un titan triste et semblant déprimé, un titan qui, contrairement à son prédécesseur, s'est débarrassé de ses oreilles comme pour sursignifier le mépris pour ses actions et son déni vis-à-vis de ces dernières, désireux de ne pas entendre les bruits stridents de la destruction qu'il sème sur son passage, puisqu'en effet, contrairement à Bertholdt, Armin n'a pas de conviction profonde pour décimer ses ennemis. Il sait que ce n'est pas nécessairement la bonne solution, contrairement à Bertholdt vis-à-vis des Eldiens. Il comprend d'une part le camp ennemi, sachant que les Eldiens sont les seuls capables de se transformer en titans, donc les seuls à
cela représentait une menace pour les humains. Malheureusement, il se retrouve contraint de défendre les siens contre des ennemis envers lesquels il n'éprouve aucune haine. Mais il sait qu'il doit agir ainsi, car c'est la réalité de la guerre. Berthold a lui aussi compris que les murs n'abritaient pas des démons, mais des civils, comme les siens, prisonniers dans des camps. Malheureusement, il s'en rend compte trop tard, et son titan conserve donc cette expression déterminée, malgré l'absence de haine envers ses ennemis, car c'est dans la nature de Berthold d'être plus déterminé qu'Armin. En effet, Armin aura du mal à adopter un comportement détaché, tandis que Berthold finira par aller jusqu'à abandonner celle qu'il aime entre les mains de l'ennemi. Les deux titans colossaux conservent donc la même taille et la même fonction destructrice, car le premier titan colossal a été conçu ainsi, et que les deux détenteurs, Armin et Berthold, ont l'utilisé pour la même fonction, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, ni la même détermination. Malgré ses réticences, Armin a également besoin de ce titan pour affronter ses ennemis, tout comme Berthold. Le titan marteau d'armes, tout comme chacun des 9 titans primordiaux, est apparu après la mort d'Ymir Fritz. Pendant les 1700 années qui ont suivi sa disparition, le titan marteau d'armes a été détenu par l'une ou plusieurs des familles eldiennes en conflit, toutes soumises au titan originel. Après ces 17 siècles, durant lesquels le roi Karl Fritz a renoncé aux querelles d'Eldia et a établi sa résidence à Paradis, le titan marteau d'armes est tombé entre les mains du clan Tybur, jusqu'à ce qu'il soit dérobé par Eren. Il s'agit là d'un titan singulier, capable de créer un arsenal de combat illimité grâce à sa faculté de durcissement. Son origine chez les Eldiens explique cette capacité, probablement conçue pour renforcer l'arsenal militaire eldien, contribuant ainsi à leur dessein d'hégémonie mondiale. Ce titan est particulier en raison de sa transmission beaucoup plus contrôlée que les autres, semblable uniquement à l'originel, où la transmission semble être limitée aux membres d'une seule lignée. En effet, lorsqu'un détenteur de l'un des 9 primordiaux décède prématurément avant de pouvoir le transmettre, le pouvoir émerge chez un nouveau-né eldien de manière aléatoire. Une erreur que le gouvernement militaire Mar ne peut pas se permettre, car si ce pouvoir échappait à leur contrôle en se manifestant chez un eldien non endoctriné, comme un habitant de Paradis, il constituerait une arme offerte à l'ennemi. Liés par le pouvoir de l'Axe, les eldiens sont génétiquement unis par le sang d'Ymir, et le fait que les pouvoirs des titans primordiaux puissent se transmettre même en l'absence de transmission directe renforce l'idée que, quelles que soient les limites ou la mort de l'hôte de ce pouvoir, il réapparaîtra toujours. En effet, Ymir, soumise à la volonté de son roi, est programmé pour perpétuer ce cycle de domination des titans. Il subsistera donc toujours un besoin pour ces titans spéciaux, motivés par l'amour d'Ymir envers le roi, et malgré leur décès ou leur disparition, ils finiront par renaître. Les titans primordiaux, transmis de génération en génération à des individus différents, héritent ainsi des caractéristiques et des traits de leurs hôtes, qu'ils soient liés à leur personnalité ou à leur vision du monde. Bien que tous remplissent la même fonction première de défense de la nation, ils adoptent néanmoins des caractéristiques différentes selon l'individu. C'est ainsi que le titan cuirassé conserve sa cuirasse peu importe l'hôte, pourvu que celui-ci maintienne son objectif de devenir un guerrier Mar, défenseur de sa patrie, tandis que le titan colossal demeure toujours aussi imposant, conçu initialement dans le but d'être une arme de destruction massive. On peut avancer l'hypothèse qu'un titan primordial, s'il n'a plus besoin de combattre, verra sa forme se transformer pour correspondre à ses nouveaux besoins. Les titans primordiaux arborent ainsi des formes variées à travers les décennies, reflétant la diversité des individus qui les incarnent. Cette règle s'applique à tous les titans primordiaux, à l'exception d'un seul, le titan assaillant. Puisqu'en effet, le titan assaillant d'Eren, c'est le seul titan primordial qui n'a pas évolué à travers les âges, simplement parce qu'il incarne la volonté, les désirs et les besoins d'un seul individu, ceux d'Eren Yeager. Malgré le fait que l'assaillant passe entre les mains de plusieurs détenteurs, il existe seulement à cause ou grâce à Eren Yeager. Sa particularité réside dans sa capacité de voir les souvenirs des futurs titans assaillants, car il en avait sans nul doute besoin pour régler sa vie comme du papier à musique, pour pouvoir récupérer sa liberté. Ainsi, Eren a pu transmettre sa volonté au tout premier assaillant et le façonner à travers les souvenirs, conférant à ce titan une détermination inébranlable et une soif ardente de liberté comme principale caractéristique. Un titan qui, malgré sa transmission entre les mains de plusieurs hôtes, demeure inchangé jusqu'à ce que son objectif et son besoin soient réalisés, être libre. Comment atteindre cet objectif? En veillant à ce que les différents hôtes qui préparent l'assaillant à son arrivée soient à son image, possédant la même détermination, la même philosophie et une soif de liberté inextinguible. Le désir et le besoin sont donc omniprésents pour la fondation et la construction d'un titan, qu'il soit pour protéger, pour survivre ou même pour des désirs plus égoïstes ou personnels. C'est en cela que le titan d'Eren diminue pour arriver à la taille du titan colossal d'Armin. À la fin, Eren réduit son titan, sûrement car il possède l'originel, donc un pouvoir quasi tout-puissant, qui lui permet de former son titan à sa guise. Et cette forme de la part d'Eren est sans nul doute pour permettre à ses anciens compagnons, notamment au bataillon d'exploration, de pouvoir le vaincre. En se réduisant à la taille d'Armin, Eren offre délibérément une chance à ses anciens amis de l'arrêter, de mettre fin à son règne de terreur, et par extension, de briser la malédiction qui a longtemps pesé sur lui et sur le monde, permettant de les ériger en héros, s'ils en ont la capacité et la volonté. En effet, les secrets des titans primordiaux s'étendent bien au-delà. Il est révélé qu'un titan primaire qui dévore un détenteur du pouvoir d'un des primordiaux hérite de ce pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsqu'un titan primordial consomme un autre titan primordial? Eh bien, le résultat demeure toujours le même.
Tout comme dans le premier cas, l'acquisition du pouvoir est effective. Cette dynamique donne naissance à des titans primordiaux hybrides, capables de posséder les pouvoirs de plusieurs titans. Cette réalité ouvre la voie à une créativité débordante, permettant d'imaginer des combinaisons telles qu'un colossal bestial, un cuirassé mâchoire, voire même un assaillant féminin. Cependant, ces hybrides restent pour la plupart des simples spéculations, car les seuls exemples connus des titans primordiaux hybrides sont ceux de Falco, d'Eren et de Grisha. Celui d'Eren représente sans aucun doute le summum de cette hybridation, puisqu'il a fusionné les pouvoirs de l'originel, de l'assaillant et du marteau d'armes. Néanmoins, sa forme physique demeure essentiellement inchangée, lui permettant ainsi de manipuler les capacités des autres titans à sa guise. Il avait également avalé une capsule permettant de se rigidifier. Il y a aussi le titan d'Emir, dont on peut supposer le caractère hybride puisqu'elle est le premier titan. On peut donc spéculer sur le fait qu'elle ait eu une large panoplie de compétences. Le titan de Grisha, lui, a hérité des pouvoirs de l'assaillant et de l'originel. De même, les caractéristiques physiques des titans qu'il possédait n'étaient pas assez visuelles pour qu'un changement apparent puisse prendre effet. Quant à celui de Falco, il n'a pas directement dévoré le bestial, mais a absorbé son liquide cérébrospinal, obtenant ainsi une partie de ses pouvoirs. Car en effet, à l'origine, Falco était porteur du titan mâchoire suite au sacrifice de Porco. Cette variété dans les méthodes de transmission des pouvoirs de titan ouvre d'autres perspectives, une nouveauté dans cet univers. Tout comme la science médicale humaine qui évolue constamment, la recherche sur les titans dans l'œuvre de SNK, représentée par le comité titanique, continue d'explorer des nouvelles voies. C'est une branche dans laquelle Ansys, sans aucun doute, aurait adoré s'investir. Cela dit, mention spéciale pour le titan mâchoire, car au sein de l'œuvre, il est certainement le titan qui a été transmis le plus souvent avant d'atteindre sa mort naturelle au bout des 13 ans, passant de Marcel à Emir, puis à Porco, pour enfin appartenir à Falco. Et en parlant de Falco, on n'a pas encore fait le tour de son titan. En effet, Falco possède un titan véritablement singulier. Comme on l'a vu, un titan incarne essentiellement la privation de liberté, ce qui rend assez paradoxal d'imaginer une telle créature capable de voler. Peut-être est-ce pour cette raison que, pour la première fois dans l'histoire des titans, un spécimen capable de voler voit le jour. Un titan capable de voler, un titan capable d'être libre. C'est là toute l'ironie des antagonistes de cette histoire qui se transforment en héros, car initialement, ces mêmes titans étaient les ennemis de la liberté, mais à la fin, ils se révèlent être les champions de celle-ci. Eren, qui aujourd'hui est devenu le principal ennemi de la liberté, se voit confronté à ses anciens ennemis devenus des héros qui eux se battent pour la préserver. C'est donc la première fois qu'en plus de son impératif de monter à plus de 300 mètres, un titan doit être libre, bien que sa nature même soit antithétique à l'idée de liberté. En effet, malgré l'utilité évidente d'un titan ailé pour l'armée, aucun n'avait vu le jour jusqu'à présent. Ainsi, ce spécimen unique est le fruit de l'association du désir d'atteindre Eren, du liquide cérébrospinal d'un titan bestial, et de la volonté des titans primordiaux de se battre pour la liberté de l'humanité. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette vidéo sert de préambule à la flopée de vidéos que je vous réserve sur SNK, et il se pourrait qu'un avocat du diable sorte mercredi prochain sur l'un de ses nombreux personnages. Car comme vous vous en doutez, les démons dans SNK, c'est pas ce qui manque. Je vous donne donc rendez-vous mercredi à 16h pour le 3e épisode d'Avocat du diable. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.